Et voilà, ça y est, on est live. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans la deuxième session de ce qu'on avait appelé Design Break. Ce soir, ça va être un sujet dédié à la recherche utilisateur. Et pour m'accompagner, je suis avec trois invités. Je suis avec Solène, qui travaille chez Getaround, qui est Head of Product Design chez Getaround. Salut Solène. Salut Julien. Je suis avec Ariana, qui est User Researcher chez Trainline. Salut Hello. Ariana. Et avec Xavier, qui est Senior User Researcher chez YouTube et qui est lui basé à Zurich, en Suisse. Bonjour tout le monde. Salut Xavier. Donc l'idée là, c'est qu'on passe bonjour le chat. Là, ça dit bonjour et tout. Et c'est super cool de voir plein de monde. L'idée, c'est qu'on passe une heure ensemble. Il y a 40 minutes sur un conducteur avec des thèmes qu'on avait définis un petit peu en amont et 20 minutes dans lequel vous pourrez poser tout au long de la session des questions. Il y a un petit onglet questions en haut du chat et dans lequel vous pourrez aussi voter pour les questions qui vous semblez le plus pertinent. Et pendant les 20 dernières minutes, on passera sur ces questions-là pour les poser à nos invités du jour, quoi. Je me suis pas encore présenté. Moi, je m'appelle Julien Pelletier. Je suis cofondateur de The Design Crew, qui est globalement une boîte qui fait de la formation en product design pour un petit peu tous les niveaux. Ça va de gens qui veulent se reconvertir dans le product design aux designers qui sont plus chevronnés. Et à ce propos, pour eux, on a lancé récemment avec Solène et Ariana, entre autres, des masterclass en ligne sur la recherche utilisateur, sur les tests utilisateurs, sur les design systems et le UX writing qu'on retrouvera demain dans une troisième session. L'idée, c'est que ça soit un cours en ligne, mais aussi qu'il y ait des rencontres avec d'autres designers pour pouvoir un peu confronter des points de vue, recevoir du feedback et des sessions avec Solène, Ariana, Nicolas et Sophie pour leur poser également des questions. Voilà un petit peu pour ce que j'avais à raconter. Je crois on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander de vous présenter, vous trois, un petit peu de façon succincte. Solène, je te donne la parole, tu peux commencer. Ok. Tu nous dis Pardon ? Tu nous dis d'où tu viens un petit peu, ce que tu as fait, ce qui t'a amené chez Getaround, etc. Moi, j'étais assez longtemps designer de service. J'ai fait beaucoup de freelance en tant que designer de service. J'ai participé à des services de mobilité, mais aussi à des réorganisations d'équipes, en fait, carrément. J'ai aussi passé pas mal de temps en agence chez User Studio en tant que designer de service et strategic designer. Et c'est là où j'ai mis enfin le pied dans la UX, la UI. J'y ai pris beaucoup goût. Et donc, j'ai décidé, ça va faire maintenant 3 ans, de suivre un produit, donc de me lancer, de rejoindre une start-up et de pouvoir suivre un produit tout du long. Étonnamment, j'ai travaillé que dans des startups d'autopartage, Quickart, Drivey qui est devenu Getaround. Et aujourd'hui, je suis Head of Design, Product Design chez Getaround. Ariana, à ton tour. J'ai un parcours assez similaire au final à celui de Solène parce que j'ai aussi un background en design service, mais aussi en design de la communication. Et je trouve que ça a posé en tout cas pour moi des bases assez solides. Et j'ai également commencé en agence pour par la suite me lancer dans le monde de produits, justement en me dédiant 100% à Trainline. Et j'ai commencé en tant que product designer, en vrai. D'ailleurs, récemment, j'ai regardé pour tous mes intitulés des postes. Je me suis dit, OK, en 5 ans, en fait, j'ai changé 4 fois d'intitulé des postes. Et ça fait désormais plus de 2 ans, presque 3 ans que je fais de la recherche du coup, uniquement pour Trainline à temps plein. Nickel, merci. Xavier, à ton tour. Oui, donc moi je suis bordelais, j'ai un cursus en neurobiologie et puis à un moment j'hésitais, je me suis dit tiens je vais faire autre chose. Je fais un peu d'artisanat du cuir avant de partir sur un master d'ergonomie à Bordeaux et parce que j'aime bien les cadenets quand même. Et j'ai commencé à travailler en fait dans une boîte allemande. C'est toute une histoire. Ça s'appelle Ergospine et ça fait des services en UX design essentiellement. Et donc j'ai fait un peu en tant que designer, gestion de projet et aussi recherche. Avant de partir pour la Suisse, à Zurich, pour rejoindre l'équipe YouTube Creator. Et ça fait 7 ans que je suis dans cette équipe et j'ai touché un peu tout ce que les gens ont vu en termes d'interface et de système pour les youtubeurs en gros quoi. Enfin les créateurs de vidéos. Voilà.
Ok. Donc, neurobiologie, c'est ça? C'est ça Oui, à la base, ton ouais. background Donc, le plus lointain? j'ai Et pas le droit de faire ça en UX Research. J'ai plus le droit de poser des électrodes, couper des trucs. C'est dommage. du coup, j'avais une question un petit peu connexe à ça. C'est que, à ma connaissance, il n'y a pas de bac+5 en user research encore. De ce que vous avez fait, vous, de ce que vous voyez de vos pairs dans ces métiers-là, les user researchers viennent d'où en général? Comment on arrive à faire ce métier? Ariana, si tu veux, Allez. je te lance. C'est vrai qu'en effet, il y a plein de chemins possibles. Typiquement, je pense que les sciences humaines, évidemment, ah là là, j'ai... Pardon? Les sociologues? Merci. En fait, ouais, il y a beaucoup de ça. Psychologie aussi. Des backgrounds en psychologie et puis par le design. Mais pas seulement, je pense que aussi pour les parcours, les formations d'ergonomes, après ça commence à se faire. En tout cas, étant quelque chose qui est justement en croisement de plusieurs disciplines, c'est vrai qu'on peut y arriver vraiment de différents horizons. Quelqu'un veut compléter? Vas-y, Xavier, je te laisse rebondir. Oui, alors sur la partie, en fait, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intrigué sur les questions de jargon, etc. Mais on a des masters de ce que je pourrais rapprocher de la User Experience Research, puisque le master en ergonomie de systèmes complexes, qui est l'intitulé du master que j'ai fait à Bordeaux, et bien en fait, c'est ce que les Américains ont appelé User Research. Donc on a beaucoup de gens qui ont fait de la psychologie, en particulier chez mes collègues, etc. Mais en France, donc, on a toute cette partie de l'ergonomie centrée sur l'activité qui utilise des méthodologies, et ça fait plus de 30 ans maintenant qu'il y a des labos de recherche, des entreprises qui sont basées là-dessus. J'avoue que toutes ne sont pas spécialisées sur tout ce qui est interface homme-machine, etc. Et ça n'a jamais été très très bon en termes de marketing et se vendre et se promouvoir et d'avoir une bonne visibilité. Donc ça a toujours été un gros problème, et d'autant plus que de nos jours, il y a ce débat entre est-ce que UXR c'est de l'ergonomie ou autre chose. Et moi je pense que c'est la même chose. Donc de mon expérience, j'ai pas vu une différence fondamentale, c'est juste une question de vocabulaire, connaître un peu les acteurs qu'on va avoir autour. Si on travaille sur un projet architectural, il y aura certaines spécificités. Si on travaille sur un projet informatique, il y en aura d'autres, mais la base de la formation est très similaire. Ok. Solène, tu as envie de rajouter quelque chose au sujet? Ouais, du coup, curieuse d'avoir ton point de vue, Xavier, mais du coup, ergonomie, etc., je comprends tout à fait. Le seul point, moi, qui me manquerait d'un background, la question que je me pose, c'est à quel point, du coup, de par l'ergonomie, on peut toucher des sujets un peu plus de fond, un peu plus stratégiques est-ce que ce profil-là a envie de monter sur ces questions-là? C'est une question que je me pose là où peut-être que je vois plus effectivement des choses en sociologie, en UX design ou même des gens qui viennent du business, peut-être tacler un peu plus ces questions plus fondamentales, mais pour le coup, je me suis jamais vraiment posé la question de... si j'imagine que quelqu'un qui vient de l'ergonomie ou qui s'est formé via ces masters-là dont tu parles, Xavier, forcément, au fur et à mesure qu'ils vont monter en compétence, devenir user researcher, j'imagine que ça va se faire de manière très organique et bien sûr qu'ils vont pouvoir tacler ce genre de questions, en tout cas. C'est vrai que nous, l'approche qu'on avait en termes de... Pardon, oui. Vas-y, si tu as envie de compléter sur un truc et répondre, Xavier. Nous, on avait une approche qui était plus supervision pour des systèmes en flux continu dans des centrales énergétiques ou en chimie, etc. Donc, on a eu des profs qui étaient basés sur ces systèmes complexes. Je sais qu'à Metz, ils ont une formation qui est plus spécifique sur tout ce qui est interface homme-machine. Et moi, ça m'a donné un petit peu... comme je le disais, j'ai toujours un petit peu les dans les ordinateurs. Donc après... j'ai aussi un petit peu regardé des bouquins américains, About Face, tout ce qu'ils avaient aux États-Unis, parce que c'est assez facile à lire et c'est assez facile de se mettre à jour sur le vocabulaire, etc. Mais tout ce qui est méthodologie de recueil des données, des approches, je pense qu'on a même en France, on a étrangement des choses beaucoup plus solides et beaucoup plus approfondies que ce que je vois sur les US là-dessus, mais c'est écrit à la française, quoi. Donc c'est pas sexy, il faut trouver les livres, c'est Octares, Édition. Ils ont des bons bouquins, mais c'est touffu quand même.
Et aussi, il y a le côté qui est un peu embêtant, c'est qu'ergonomie, c'est souvent associé à la hauteur de la table, la chaise, des choses qui sont liées à la biomécanique, alors qu'en fait, en particulier l'ergonomie dite de langue française, telle qu'on me l'a enseigné et que ça continue à évoluer, c'est beaucoup plus holistique en termes d'approche. Donc, on est amené à toucher tout un tas d'aspects autour de la complexité du travail. C'est vrai que c'est souvent plus axé sur le travail que sur le produit, mais le transfert, c'est passé de manière assez douce. Ok. Cool, merci. Du coup, la leçon à retirer, c'est qu'en France, on devrait step up un peu en marketing pour qu'on vende un peu mieux nos contenus et nos formations. Il y a un truc qui m'intéresse, alors ça c'est pour faire le lien entre l'intro et le sujet de l'état de la recherche en 2021. Je suis intéressé par savoir comment ça évolue ce métier-là aujourd'hui, comment ça se démocratise dans les startups en France. Est-ce que ça recrute pas mal dans ce métier-là ou pas? Est-ce qu'on voit plus de user researchers dans les équipes, etc. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Est-ce que vous avez des réponses là-dessus? Qui veut prendre Solène? Ok, moi j'ai un point de vue fort là-dessus. Moi c'est typiquement la compétence que j'ai envie de recruter là dans les mois à venir. J'ai l'impression que, alors, est-ce que c'est parce que je suis dans ce mouvement-là, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même cette année, il y a enfin je trouve qu'on progresse vraiment sur la compréhension de ce rôle-là, sur l'envie de l'avoir au sein de l'entreprise. Je trouve qu'on comprend mieux l'enjeu qu'il y a derrière. De pourquoi c'est intéressant et riche de structurer la user research, en quoi elle ne touche pas uniquement à faire des sessions enfin, en quoi elle n'est pas uniquement dédiée à aller sur le terrain et rencontrer les utilisateurs, mais aussi structurer tout ce qu'on collecte comme feedback au sein de l'entreprise, tu vois, au sein de différents départements qui vont être customer facing ou non. Enfin, nous, on a plein de départements qui reçoivent plein d'enseignements, plein de choses. Donc, structurer ça et capitaliser là-dessus, j'ai l'impression que ça, on commence à mieux le comprendre en France. Et ensuite, faire en sorte que là, il y a des enseignements qui soient tirés, que l'information circule, structurer tout ça. Enfin, j'ai l'impression je trouve que l'équipe produit, de manière générale, sait qu'elle doit faire de la recherche utilisateur. Souvent, c'est assez automatique sur les user tests parce que tout le monde a envie de tester ses solutions et les améliorer. On commence à gratter un petit peu en étant plus impliqué dans la définition des problématiques ou la meilleure définition ou même la définition plus amont des problématiques. Mais ce que je trouve intéressant là, c'est que je trouve qu'on commence à toucher d'autres départements, une compréhension que ça ne devrait pas en fait simplement s'en tenir à l'équipe produit qui fait la user research, mais plutôt quelqu'un qui va centraliser tout ce qui se passe au sein de l'entreprise, capitaliser, faire des sessions, enfin décider de méthodes aussi pour nourrir un peu plus d'équipes et pas uniquement l'équipe produit. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette compréhension-là qui émerge beaucoup mieux, qui est mieux construite, peut-être parce que nous, on peut communiquer aussi. Hein. Et donc, je trouve ça plutôt, je suis trop contente. En tout cas, c'est le scope qui s'élargit un peu du produit, du produit peut-être, ouais. On sort, je trouve, du profil du user researcher qui va aider à structurer des tests et les favoriser, en fait, ce qui est essentiel. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas ça qu'il faut faire, c'est peut-être même la meilleure petite porte d'entrée, tu vois, pour justement après structurer d'autres choses. Enfin, moi, je trouve que c'est une porte d'entrée hyper intéressante, mais du coup, lui donner un peu plus d'envergure, quoi. Ok. Et ça se traduit par plus d'embauches dans ce que tu vois, ce que tu as l'impression de voir? Moi, j'ai l'impression. Hein. Enfin, en gros, si tu veux, je trouve qu'il y a un peu plus de profils qui s'affichent en tant que user researcher ou plus de designers. Alors, moi, j'ai recruté un designer produit dernièrement. Alors, est-ce que c'est parce que du coup, c'est un peu mon cheval de bataille, la user research, mais il n'y en a pas un qui m'a pas dit non, mais moi, j'ai envie de faire la user research. Enfin, on sent qu'il y a un truc comme ça, quand même, qui est devenu naturel, qui est devenu une évidence. Je suis pas sûre que c'était une évidence avant. De gens qui ont vraiment une montée en compétences. Et oui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de profils user researcher, beaucoup plus de gens qui ont envie de communiquer dessus, qui structurent bien. Enfin, je trouve qu'il y a plein de contenus en ce moment-là qui sont super intéressants en France, qu'on n'avait peut-être pas il y a 12 mois, quoi. Enfin, tu vois, entre les podcasts, voilà. Donc, c'est plutôt... je trouve que ça révèle
un besoin d'avoir l'information et une envie aussi de structurer et certainement une envie derrière de recruter, oui. L'envie pour les designers de faire de la recherche, on le voit souvent avec Ariana sur la formation qu'on fait Advanced là, où c'est essentiellement des designers qui participent et ce pourquoi ils s'inscrivent à la formation, c'est essentiellement pour les parties de recherche des utilisateurs. Donc ça montre un peu aussi l'envie des designers d'aller un petit peu par là et peut-être aussi ça traduit aussi le manque de ces problématiques-là actuelles dans certaines boîtes, quoi. Ariana, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Et point de vue un peu privilégié aussi parce que tu participes, enfin tu rencontres des designers souvent dans le cadre de la formation qui aiment ça, quoi. Oui, mais je pense que c'est... En fait, il y a un lien assez étroit avec l'évolution que le monde de produits est en train d'entreprendre au large. Et c'est assez aligné avec l'évolution du design aussi. Parce que si on revoit les dernières, même seulement 5 années, et comment le design a changé, comment l'interprétation et la perception du design a changé au sein des équipes produits, et ben, la recherche, quelque part, est vraiment liée, mais arrive juste après. Donc, pour ce que je vois, c'est la petite étape de plus qui va vraiment enrichir, guider. Et de base, le rôle de la recherche, c'est d'informer la prise de décision. Enfin, je ne sais pas si ça se dit en français, informer, mais en tout cas, c'est d'aider et soutenir la prise de décision. Et c'est en effet, la première nécessité, on va dire, c'est superficielle pour une boîte. Ça part donc besoin de design superficiel. Puis petit à petit, on prend conscience des enjeux qui sont liés au design. Et donc, on arrive aussi à comprendre comment ça peut structurer un produit. Par la suite, on arrive à une évidence qui est on doit tester. Et donc là, besoin de recherche évaluative. Et une fois qu'on commence à faire de la recherche évaluative et on commence surtout à avoir une masse d'informations et ça se polarise, etc., on se rend compte que c'est beaucoup de travail et qu'après, il faut utiliser ces données de façon sensée. Donc, au final, d'avoir quelqu'un qui, à temps plein, fait que questionner et structurer ce process pour vraiment tirer un max de potentiel, de valeur de tout le travail de l'équipe produit, en tranchant d'une façon qui fait sens par rapport à nos objectifs, et ben là, c'est quelque chose qui arrive avec la maturité. Et je pense que ça arrive de plus en plus, en effet. Ce que tu dis, c'est... vas-y, Solène. Non, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Ariana. Nous, typiquement, on est à ce seuil de douleur où, ce que disait Ariana, à un moment donné, on se rend compte qu'il nous faut quelqu'un dédié pour le faire, quoi. Au moins, commencer par une personne, on arrive exactement à le seuil de douleur dont Ariana parlait. Et ce que j'allais dire, moi, c'est que c'est peut-être effectivement la porte d'entrée, c'est le test. C'est le côté, comme c'est le prolongement de tu fais ton proto, etc., et tu vas faire le test, peut-être ta porte d'entrée sur la recherche utilisateur dans les boîtes, c'est la nécessité de devoir tester tes trucs et d'apprendre auprès des utilisateurs. Et peut-être que c'est le pied dans la porte de quelque chose de plus grand et de devoir faire des interviews et de développer un peu plus ça au sein de la boîte, effectivement. Donc peut-être le conseil à donner pour ceux qui font pas de recherche ou qui voient la recherche comme une perte de temps ou on n'a pas le temps ou qui le voient pas comme un investissement, peut-être que la bonne porte d'entrée, effectivement, c'est peut-être le test, quoi. Xavier, je viens vers toi. Alors là, pour le coup, sur une problématique un peu différente, comment ça se développe l'activité user research dans une boîte comme YouTube? Je sais pas si tu es en contact avec les user researchers de Google au global, mais en gros, ça représente combien de personnes? Il y a combien de researchers par designer, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire autour de ça? Alors, comment dire? L'avantage aussi d'avoir rejoint YouTube à l'époque, c'est que je peux avoir beaucoup plus de pairs avec qui discuter, échanger et apprendre des choses. Donc, en fait, on a une quantité de personnes en UX qui, je pense, est un niveau de magnitude qu'on trouvera rarement dans notre boîte. On est en milliers de personnes, hein, donc j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais donc une bonne partie de designers. Après, les UX researchers, on va avoir des choses un peu plus spécialisées, donc les UX writers, des motion designers, des visual designers. Donc on a aussi des prototypeurs, donc on a plusieurs types de métiers. Et, ça dépend beaucoup des équipes parce que Google, mais en général, est structuré un peu comme tout un tas de petites entreprises, etc. Mais à Zurich, on a aussi un bon réseau de
personnes avec qui on peut échanger régulièrement. On a des mailing lists en interne. Donc, si on a des questions, on va toujours trouver une personne qui est hyper spécialisée dans un sujet particulier, une méthode particulière, etc., quoi. Donc, on a fait des analyses statistiques un peu compliquées sur certains questionnaires, et il va y avoir une personne qui va être capable de nous expliquer comment faire un script en R pour pouvoir traiter les données d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment un gros avantage de l'entreprise. Des gens aussi eu des parcours assez différents et variés, donc ça permet aussi d'échanger sur des différentes manières de procéder, différents types d'outils. Donc c'est quand même une situation privilégiée de ce point de vue par rapport à ce que j'avais pu voir en tant que consultant à l'époque. Il y a de plus en plus de besoins, je pense, pour aussi lié avec la question précédente. Je pense que la technologie, d'une certaine manière, c'est de plus en plus difficile d'innover de manière pure et dure là-dedans, et on s'est de plus en plus rendu compte que c'est l'expérience globale qui va faire la différence. Mettre une vidéo en ligne, ça n'impressionne plus personne. À l'époque, je pense, où YouTube avait commencé, il y avait les replayers et tout ça, enfin, c'était toute une autre histoire d'avoir une vidéo en ligne. Maintenant, on dit, je suis capable d'avoir une vidéo en ligne, on dit, ouais, très bien. Et donc, c'est les autres aspects qui vont commencer à compter dans cet aspect, donc qui vont compter un peu plus que l'approche purement technologique, même s'il y a des challenges assez impressionnants. Donc voilà, on a toujours des équipes qui sont centrées autour du product manager, un ou deux designers et un researcher. De temps en temps, un copywriter pour le texte si le produit fait sens. Et ça va être une équipe assez soudée, centrée sur le projet, de manière transversale. On a le métier, donc l'équipe research au sein de YouTube. Et pour chacune des structures, on a des moyens justement d'échanger par chat, par email. Et on a aussi une grosse base de données de rapports de recherche qui est hyper intéressante parce qu'on peut aller chercher un rapport sur tel produit ou tel aspect ou quoi que ce soit et puis directement envoyer un message ou un email à la personne en disant hey, vous avez bossé sur ça, comment ça s'est passé, les choses à faire, à pas faire, etc. Et ça, c'est transverse à YouTube ou c'est transverse à Google? Google. Ok, Google, ok. Donc ça peut, bon, après, je veux dire, c'est devenu tellement gros que on essaie un petit peu de cibler certaines choses. On regarde d'abord dans les cercles proches, après éventuellement en étant un petit peu à d'autres équipes, où on a vu une fonctionnalité qui est apparue, je sais pas, chez Gmail, on connaît les gens là-bas, on va leur poser directement la question qui c'est qui a bossé sur ce truc-là, ça nous intéresse, on a un problème similaire. Ok, très clair. J'ai une question pour vous qui est vachement générale. Avec tout le contexte qu'on a vécu là, qu'est-ce que ça a changé au niveau de la recherche utilisateur de cette année 2020 là, d'avoir des difficultés peut-être de rencontrer des gens, etc. et de devoir faire beaucoup de choses à distance? Ariana, tu es en train de hocher la tête, donc je vais venir vers toi naturellement. Oui, je pense déjà que c'est très différent selon son domaine, parce que c'est vrai que l'industrie de voyage a été impactée de façon totalement différente par rapport à, je ne sais pas, ce que peut être la santé ou bien l'e-commerce, par exemple. Donc, je pense que pour certains, a été une année beaucoup plus intense que d'habitude. Pour d'autres, c'était un peu une année dans laquelle on a pu juste slow down, faire une pause et respirer et surtout se poser des questions sur notre activité. Le contexte est très, très voluble d'un point de vue du marché, mais aussi juste de la société. Du coup, je pense que évidemment, enfin, je dis des banalités, mais pour les personnes, on a tous vécu en fait différentes phases et aujourd'hui, on en arrive à une stabilité dans l'incertitude. Ce qui est très, très bizarre, mais l'impact que ça a sur la recherche, je trouve que la recherche, c'est beaucoup de ops, c'est beaucoup de logistique, d'organisation. Personnellement, le plus grand impact que j'ai vu, c'est surtout sur la façon où on a commencé à organiser les projets de recherche. On faisait déjà de la recherche à distance, en remote. Ça ne nous a pas choqué d'en faire. Mais sur tout le côté de limites techniques, typiquement tester sur un environnement de test, tester sur des mobiles à distance, selon ce qu'on veut tester, ça peut être un peu plus challengeant. Et aussi, je pense qu'il faut considérer qu'il y a beaucoup un biais immédiat sur le recrutement.
parce que faire des tests à distance signifie que la personne doit être dotée d'un portable et nous aussi, on demande un ordinateur systématiquement parce que c'est beaucoup plus facile. Comme ça, au moins, on voit la scène de la personne et en plus, on lui demande de partager l'écran, par exemple, genre de son portable, etc. Bah, ce qui fait que du coup, tu as déjà exclu une partie de la population. Bon, ça à prendre en considération. Dans notre cas, ce n'est pas, par exemple pour Trendline, ce n'est pas quelque chose de trop impactant, mais je me rends compte que pour d'autres réalités, au contraire, il faut absolument en tenir compte. Donc voilà, je pense qu'on a raccourci beaucoup le temps de recrutement aussi. Si avant, on recrutait pour une horizon de plus de 2 semaines, là, on a commencé, en fait, on a même cherché à mars et avril 2020, là où vraiment personne ne savait rien, on recrutait à 3 jours de distance. Parce que, en fait, les gens ne pouvaient pas s'engager en semaine et ça, on l'a plus ou moins maintenu depuis. Donc, ouais, je dirais que grosso modo, ça, c'est les principaux points que je retiens. Okay. Il y a la question, quand je l'ai rédigée, je pensais essentiellement aux techniques d'utilité. Donc, on a un petit peu parlé sur le setup que tu as dû changer. Et donc, ça réduit un petit peu le nombre de personnes qui vont pouvoir justement participer à ces sessions-là. Il y a un truc que tu as dit au tout début, c'était intéressant, c'est le côté, ça dépend de ton activité. Et en fait, ça a chamboulé un peu ce que les gens vont te dire par rapport à leur activité avec ton produit, etc. Trainline, j'imagine qu'il y a pas mal de gens sur l'an dernier qui n'avaient pas la possibilité de voyager, etc. Donc, c'était quoi? C'était vos protocoles de recherche, vos questionnaires, vos questions que vous posez qui ont dû être adaptés et en fait, les réponses que vous avez n'étaient pas les bonnes ou vous ne faisiez pas du tout de recherche autour de ça? On a fait absolument de la recherche. En effet, les personnes s'étonnaient qu'on en fasse. Parce que justement, ils se disaient, mais en quoi c'est relevant, en quoi c'est pertinent? Ils disaient, bah, vous savez, moi, je ne vais pas voyager. Je n'ai pas voyagé depuis 3 mois. Et du coup, voilà, il y avait un peu cette réticence à travailler. En effet, on a quand même changé notre façon de poser de questions, notre façon de présenter aussi les raisons pour lesquelles on faisait de la recherche. Mais je pense typiquement, moi, j'ai parlé avec des personnes, par exemple, qui travaillent chez Doctolib, et pour eux, au contraire, c'était un rush et ils ont dû pivoter d'un jour à l'autre de façon assez violente. Alors que pour nous, ça a été, on a tenté de faire de la recherche, on ne savait même pas si on aurait réussi. Au final, on a réussi à le faire. En effet, ce qui a impacté, c'est que on a dû allonger, par exemple, changer nos critères de recrutement. Si d'habitude, on ne recrute que de personnes qui ont voyagé dans les derniers 3 mois, et ben là, on commence à dire 12 mois. Parce que on peut comprendre que quelqu'un n'ait pas voyagé un train dans les dernières années. Est-ce que tu as l'impression, désolé, je te coupe, mais est-ce que en changeant ça, est-ce que tu as l'impression que les réponses sont différentes? Est-ce que c'est plus dur d'aller dans ses souvenirs? Est-ce que c'est aussi fiable, tu vois? Est-ce que tu considères, toi, en tant que researcher, que c'est aussi fiable, ces retours, en switchant à 12 mois? Je pense qu'on peut savoir, en tout cas, que on va partir de l'idée que c'est un peu moins fiable. Mais en même temps, c'est des données d'affirmation, c'est de la donnée d'opinion, d'affirmation. Donc, on va en tout cas le prendre avec des pincettes et l'utiliser de façon très différente par rapport aux données factuelles observées et mesurées pendant les tests, par exemple. Et pour tout ce qui est recherche générative, là, objectivement, peu importe, parce qu'il s'agit quand même des opinions et des impressions et attitudes de personnes au moment donné. Ce qu'on a pu évaluer, c'est que typiquement, les données de recherche sont devenues beaucoup plus caduques parce que ce qui était vrai il y a 1 an n'est plus vrai. Notre relation à l'incertitude a changé, notre relation à la planification a changé beaucoup et continuera de changer. Je pense que vraiment, on a vu des vagues très violentes, on continuera à en voir, de changements assez importants. Et avant de se stabiliser, j'imagine, après je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas que ça va prendre. Et du coup, de ça, on a besoin de faire de la recherche plus fréquemment parce que les données sont moins valides longtemps. Ok. Solène, tu es peut-être confrontée aux mêmes problématiques avec le monde de l'autopartage. Tu as des trucs à rajouter, des choses à compléter? Alors, nous,
Nous, on s'est arrêté quand même pas mal de temps. Du coup, ça a eu un impact sur nos activités à nous. La recherche, elle a redémarré en août. Tu vois, on a commencé à... Et on a eu un peu peur, effectivement, parce que les propriétaires, par exemple, comment on recrute des propriétaires alors que ils ont eu des activités basses? Est-ce qu'ils sont aussi engagés avec le service ou non? Donc ça, c'est une inquiétude. En fait, ça a été au niveau recrutement, c'est plus les vacances d'août qu'on posait problème, quoi, mais ça allait. En revanche, je trouve qu'au bout d'un an, là, on a fait une campagne d'entretien en mars, là, et on a trouvé que c'était tendu, hein. Tous les entretiens étaient assez tendus de nouveau avec les propriétaires, et on sent quand même qu'il y a un truc un peu qui est pas simple parce que il y a eu les difficultés liées au Covid et du coup on a dû beaucoup désamorcer pendant les entretiens ou être très patient et laisser un peu se défouler, on va le dire carrément. Et en fait, ce qui était assez fou, c'est que chaque entretien a été difficile. Du coup, je pense qu'en fait, il y avait un impact. Nous, on a vraiment une relation de partenariat avec les propriétaires, qui soient des particuliers qui ont qu'une voiture ou deux, et des pros qui sont carrément plus engagés, qui peuvent avoir 10 à 200 voitures. Et ouais, on a senti que c'était moins simple. Donc, je pense que mine de rien, sur la longueur, il y a une fatigue générale, il y a une inquiétude de leur côté. Bon, pas simple. Je pense que ça s'est cumulé en plus avec le changement de marque. Donc ça, c'est une chose. Côté driver, bien sûr qu'il ne pouvait rien se passer pendant un certain temps. Ouais, pas génial, mais là, ça reprend bien. Enfin, on a même réussi à faire des tests in situ sur justement l'état des lieux, le moment où on va aller chercher la voiture, faire l'état des lieux. J'ai une équipe qui a fait des tests sur le terrain semaine dernière et semaine d'avant, et ils n'ont pas eu trop de soucis à recruter, donc plutôt rassurant. Il y a suffisamment de dynamique là, même pendant un moment où on est censé être plus ou moins confiné, pour réussir à faire des tests dans le contexte. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je pense aussi qu'il y a une crainte qui est un peu moins forte, où les gens savent quels gestes ils doivent faire, gestes barrières, etc. Ce qui nous permet maintenant, de nouveau, de revenir vers les gens et d'avoir de la recherche contextuelle, en fait, dans le contexte le plus proche possible. Ce qui n'était clairement pas possible en mars dernier. Jamais on aurait pu continuer à faire des shadowing. Il y avait vraiment trop d'inconnus, quoi. Ouais, Donc, clairement. voilà un peu comment je perçois la différence. Après, en réalité, nous, on fait quand même beaucoup, beaucoup de choses à distance. C'est pas le meilleur protocole de recherche. Moi, j'ai dû apprendre à le faire parce que je venais d'agence où on se déplaçait à mort. Mais voilà, on faisait beaucoup de choses à distance, beaucoup d'entretiens ou tests utilisateurs à distance, qui nécessitent effectivement, comme disait Ariana, un certain setup. Donc ça, si tu veux, je trouve pas que enfin, nous, ça nous a pas... on est moins mature sur la manière dont Ariana mène la recherche et ça nous a pas trop impacté, en tout cas en termes de logistique, quoi. Ok, très clair. Et donc, typologie de produits complètement différents, de services complètement différents. Xavier, chez YouTube, qu'est-ce que ça a changé, la situation actuelle sur la recherche au sein de YouTube? Alors, nous, on a une petite spécificité, c'est que nos créateurs sont des gens qui sont extrêmement à l'aise avec tout ce qui est vidéo. Et on a beaucoup fait de recherches à distance, essentiellement. Ils sont dans tous les pays, à droite et à gauche. Donc, quand on est basé à Zurich, on couvre de l'Asie jusqu'aux États-Unis. Et donc, on a eu souvent l'occasion on a essentiellement une grosse expérience en recherche à distance. On utilisait aussi des possibilités d'événements pour pouvoir faire des observations sur site. Et travailler avec, on va dire, des créateurs au niveau un peu artisanal, c'est toujours un petit peu compliqué. Un de mes collègues qui a réussi à mettre en place des procédures pour pouvoir faire du shadowing chez eux, etc. Mais bon, si la personne est en train d'éditer sa vidéo, mais de sa chambre à minuit, on va pas être derrière la plus carrément en train de regarder ce qui se passe. Ça risque d'être un petit peu compliqué, quoi. Donc, on a développé des méthodes un peu spécifiques à ce sujet pour pouvoir quand même nous rapprocher de leur réalité. Et je dirais qu'il y a eu une première phase qui a été, bien entendu, un bouleversement pour certains types de formats, en particulier les gens qui faisaient du voyage ou qui avaient besoin de bouger à droite et à gauche pour pouvoir générer leur contenu. Donc, ça a été assez difficile pour eux. Mais beaucoup de gens se sont tournés sur les plateformes de vidéo pendant le Covid. Donc, d'une manière générale, c'était assez positif pour tout le monde. Et c'est des gens qui sont souvent créatifs, donc ils vont trouver une approche originale sur leur sujet initial pour pouvoir rebondir dessus.
Donc ça ne nous a pas impacté plus que ça sur la partie créateur qu'on appelle endémique, on va dire. Je travaille beaucoup aussi ces dernières années, j'ai travaillé beaucoup avec la partie B2B, donc des gros groupes genre Disney pour les producteurs de contenu, les majors au niveau musique, les chaînes de télé, etc. Et là, c'était un peu différent. Donc, j'avais pu faire des observations de terrain en décembre de 2019 et j'étais censé pouvoir faire un peu plus d'études derrière, mais bon, on a été obligé d'annuler ça. On avait aussi prévu de faire des voyages en Asie pour pouvoir nous rapprocher de certains types de producteurs de contenu dans ces marchés-là. Donc ça, c'est pareil, on n'a pas pu le développer. De manière assez étrange, quand on a fait des tests un peu plus tactiques pendant l'été, souvent notre problème c'était de se retrouver dans des salles de réunion. On avait le VP Digital Media et toute la chaîne hiérarchique dans la pièce, en plus des personnes qui font le boulot au jour le jour. Et avec le Covid, comme tout le monde travaillait à la maison, c'était parfois plus facile pour nous de recruter juste la personne et d'avoir un seul utilisateur dans la conférence pour pouvoir tester nos systèmes, qui sont essentiellement desktop sur cette partie-là du monde. Donc, ça a été un avantage pour éviter un petit peu de transformer un test d'interface en focus group, en gros, quoi. Donc, ça a eu des petits aspects positifs à ce niveau-là, mais il y a eu une petite phase un petit peu compliquée quand les entreprises ont dû s'adapter en fait à comment agir à la situation. Donc, on a été obligé de revoir un petit peu nos priorités et quel type de recherche on pouvait mener, à quel endroit et pourquoi et avec qui. Ok. C'est vrai que sur la partie setup, c'est un peu le mode facile, le fait d'avoir des créateurs de contenu vidéo pour pouvoir faire des choses à distance, effectivement. Ouais, on n'a pas besoin de ils sont bons avec le son, ils ont les lumières directes, ils ont l'iPad, le Stream Deck, le truc, le bidule. D'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose, je pense que dans cette année en tout cas, va favoriser la recherche à distance largement, parce que par rapport à avant, je vois que les personnes désormais sont beaucoup plus à l'aise avec Zoom. Grave. Du coup, si une fois, je me rappelle que le premier mois, j'avais même prévu un quart d'heure seulement pour le setup technique, me disant ça va être un peu la cata, etc. Et désormais, les personnes, limite mes emails, par exemple, d'invite, quand je fais recrutement pour expliquer comment ça va passer, superflu, quoi. Ouais. Le partage d'écran, c'était souvent une galère de réussir à partager son écran, etc. Maintenant, toutes les autorisations sont bien faites, Exactement. On va le faire. Tout le monde a déjà installé Zoom sur l'ordi ou donné. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Ah ouais, c'est vrai que tu avais aussi ce problème d'installer le logiciel, ouais, effectivement. Ouais. Cool. Il y a un truc sur lequel je veux revenir que tu as dit, Xavier, tout à l'heure. Vous aviez dû vous aviez dû adapter un peu les techniques de shadowing, etc., à un truc un peu custom, etc. Est-ce que tu as des détails à nous donner sur comment vous avez adapté vos techniques? Un exemple, en fait. Donc, on a des programmes en interne qui s'appellent la résidence. Donc, on a des créateurs qui sont en partenariat avec nous et qui vont, pendant 6 mois, être en contact avec toutes les équipes YouTube. Et on les sélectionne pour être des gens qui ont des grandes gueules, en gros, quoi, qui ont quelque chose à dire sur la plateforme et qui ont une capacité à s'exprimer et avoir un aspect critique sur ce qui se passe. Donc, ils vont discuter avec tout un tas de personnes autour. Ils vont avoir une perspective sur comment fonctionne YouTube qui est beaucoup plus approfondie que pas mal de gens, et même en interne, on va dire, comme ils ont parlé à toutes les équipes, ils ont parfois plus de vue latérale sur ce qui se passe à YouTube que certaines personnes qui sont vraiment focalisées sur un sujet particulier. Et donc, on s'est reposé un peu plus sur ces personnes-là qui on avait des relations de confiance et pour essayer justement d'avoir des retours sur les projets en cours, etc. Il y a des choses aussi qu'on n'a pas fait autant qu'on voudrait, mais qui sont pourtant assez pratiques. C'est laisser les créateurs s'enregistrer eux-mêmes quand ils font certains types de tâches, en mode penser à haute voix, ou en mode je le fais juste en focus et puis on débriefera après. Et ce qui permet d'analyser les vidéos a posteriori. Ils sont assez à l'aise avec ce genre de choses. Donc pour nos utilisateurs, c'est pas un gros souci à ce niveau-là, quoi. Après, sinon, on est obligé d'adapter les rendus, les délivrables en disant attention, sur ces types d'études, on n'a pas pu vérifier ceci et cela, donc
on a plus d'informations, mais il y a quand même des guillemets sur ce qu'on ne sait, enfin, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on pense savoir, etc. Enfin, c'est des choses à clarifier avec nos chefs de produits, nos ingénieurs, les personnes qui sont en phase de pré-launch. Enfin, je vais peut-être faire un peu mon Vandame là, en parlant anglais, mais c'est obligatoire. Hier, on avait eu Jean-Marc Denis de chez Facebook. C'était un petit peu pareil, tu vois, genre l'habitude de devoir travailler dans toutes les langues, mais c'est normal. Hein, c'est le monde de la tech, du design qui est un peu comme ça aussi, donc il n'y a pas de problème. Je pense que on peut tous se le permettre un petit peu, quoi. Cool, merci. Alors, l'heure, elle passe super vite. Là, on est arrivé déjà à 40 et on devrait déjà passer aux questions qui ont été posées dans le chat. Je vais me permettre de prolonger un petit peu la discussion parce qu'il y a des thèmes qu'on n'a pas encore abordés. Pour les gens qui veulent à tout prix qu'il y ait une question qui soit répondue un peu plus tard, etc., qui n'ont pas trop le temps de pouvoir rester après 20 heures, n'hésitez pas à aller upvoter à voter pour les questions qui vous semblent pertinentes. Comme ça, elles remonteront, elles seront traitées en premier, etc. Il y a un thème qu'on s'était listé, dont on avait parlé tous ensemble. C'était le côté influence de votre travail sur la roadmap produit et comment la recherche finalement peut driver en partie les projets qui vont être abordés dans la roadmap, quoi. Tout à l'heure, Ariana, toi, tu as parlé justement de développer un petit peu plus que ou alors c'est Solène qui a parlé de ça, je crois, sur le côté de développer autre chose que la partie produit en fait, et d'avoir un scope un peu plus large que juste le produit, et d'avoir dans toutes les équipes un petit peu cette culture-là. Du coup, c'est vers toi que je me tourne pour répondre à la question sur l'influence de la roadmap, etc. Ok. Je vais être très honnête, nous, je trouve qu'on ne fait pas encore assez bien ça. Donc, alors, en fait, ce qui se passe sur la roadmap, c'est qu'on a quand même des PM qui sont, pour la plupart, enfin, ouais, tous même, plus que sensibles à la user research, certains avec différents niveaux d'aisance par rapport à la user research et le fait de la pratiquer. Donc, si tu veux, nos meilleurs avocats, c'est les PM, et c'est quand même eux qui sont au cœur du process de road mapping avec les différentes parties prenantes des autres départements. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu eux qui vont porter la voix. Moi, j'engage aussi beaucoup les designers à challenger les roadmaps parce qu'en fait, on a fait quand même un peu de recherche générative, il y a des choses qu'on sait, donc c'est de pousser un petit peu à toujours remettre un peu l'utilisateur ou des choses en fait qu'on a entendues, qu'on a vues, essayer de les repousser et de faire le lien. Donc, si tu veux, la user research, si tu veux, elle n'est pas suffisamment encore anticipée. C'est-à-dire qu'idéalement, il faudrait en fait qu'il y ait une roadmap user research qui permette d'alimenter ensuite les équipes produits au moment où ils vont travailler sur les différents sujets. Et ça, on ne le fait pas encore parce que voilà, pas encore assez mature sur le sujet user research, certainement besoin aussi d'une vraie personne qui porte ce rôle-là. En revanche, quand il s'agit d'aller chercher l'information, si tu veux, au sein des différents départements qui peuvent en avoir, c'est-à-dire que si on sait qu'on va travailler sur tel sujet, les PM sont hyper proactifs à ce niveau-là, restent pas trop dans leur quoi, vont où se rapprocher des claims. Claims, c'est le département des sinistres, par exemple, qui vont générer des sinistres sur les voitures, ou le service client, ou nous, on a des super partenaires aussi. On a des personnes qui gèrent les comptes des propriétaires pros qui ont plein de connaissances. Donc, de toute façon, il y a des échanges qui se font. Le PM ou les designers vont aller chercher l'information pour bien comprendre les sujets qui sont importants, les plus épineux, etc. Mais moi, j'aimerais que ce soit qu'on soit encore meilleur là-dessus, quoi, et qu'on soit vraiment dans un système d'anticipation, ce qu'on ne fait pas encore, quoi. Ok. Si j'étais très claire, je suis pas claire. Si. Et du coup, ça me permet de me tourner vers Ariana pour qu'elle nous témoigne un petit peu de comment ça se passe dans son équipe chez Timeline, etc. Oui, mais déjà sur ta question, je pense qu'il faut se demander de quoi on parle quand on parle de roadmap. Parce qu'il y a évidemment à quel niveau on peut influencer. Et là, à nouveau, on en revient sur la maturité et sur l'acceptation qu'il y a de la recherche utilisateur. Je pense que de ce que j'entends aussi dans les échanges que j'ai avec d'autres user researchers, de ce que j'ai vu dans d'autres boîtes aussi, au début, l'influence, c'est plutôt sur des améliorations, donc du UX. Donc, c'est vraiment
évidemment, il y a l'urgence. Genre, on a vu un entretien utilisateur qui, en fait, on a un bug hallucinant qu'on n'avait pas encore trouvé. Donc là, on est sur l'urgent, ou critique, en tout cas. Et puis, il y a toutes ces questions de petites améliorations, en tout cas. Mais comment on arrive à à informer vraiment la stratégie globale de l'entreprise? Ça, c'est autre chose. Là, on joue à un autre niveau. Et en effet, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas le terrain fertile. On ne peut pas le faire s'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à l'écouter. Donc, d'abord, il y a tout ce travail à faire qui est à nouveau celui de se donner de la visibilité, de mesurer son impact, de chercher des quick wins pour démontrer sa valeur, etc. Et une fois que que la valeur de la recherche a été établie et qu'elle est acceptée dans la boîte, là, on peut commencer à réfléchir, OK, comment j'arrive à participer à d'autres types de conversations pour justement influencer la vision. Je sais que chez Trainline, par exemple, on a dû être très stratégique sur l'articulation entre la recherche qualitative et quantitative, typiquement. Parce qu'il s'agit aussi de utiliser la recherche de marché. On peut pas, c'est sûr que tu ne peux pas aller voir des execs en disant « je parlais à 5 personnes, je pense qu'il faut tout investir là sur cette feature ». Ça ne va pas marcher. On n'y va pas au doigt mouillé. Donc, il faut se donner les moyens, il faut les avoir aussi, ce qui n'est pas toujours évident. Après, il y a toujours des façons de faire. Mais un peu comme dans les designs, une fois qu'on a réussi quelque part à se faire des aléas, à créer une culture interne, on a conquis la confiance des équipes, on peut commencer à avoir ces discussions. En général, je pense qu'il vaut mieux déjà regarder quels sont les objectifs de la boîte, s'aligner avec ça, partir de ça, et donc sur ces objectifs, quelles sont les questions auxquelles la recherche peut répondre pour commencer justement à le développer. Parce que c'est justement, tout commence un peu comme un cheval de Troie avec quelque chose qui existe déjà, tout contribue à cet objectif qui est déjà existant, et puis alors là, tu peux aller faire le travail de dire, d'accord, est-ce que je peux participer plutôt à la formulation de ces objectifs pour les next steps. Ok, tu parlais de, comment tu l'as dit, quick wins pour démontrer un peu la valeur, tu parlais de cheval de Troie, etc. Concrètement, c'est quoi que tu as mis en place justement pour démontrer un peu plus la valeur au sein de Trainline? Qu'est-ce que l'équipe research a mis en place pour gagner un petit peu ces galons, tu vois? Alors, sans doute, il y a le fait de documenter, c'est donner de la visibilité, être vocal, participer, être présent. Donc, c'est un peu la base, mais en soi, il s'agit aussi, par exemple, de créer un repositoire, de partager sur Slack de façon un peu informelle. On a commencé récemment à faire un research roundup, donc juste un message toutes les 2 semaines pour dire sur quoi on travaille, voici des liens, de petites vidéos highlights, juste pour dire regardez ça en 2 minutes, qu'est-ce que cet utilisateur avait à dire sur les cartes de réduction, j'en sais rien. Et c'est juste une façon pour développer un peu la curiosité et publiciter aussi un peu la valeur qu'on peut amener. Et puis, je pense qu'il faut vraiment assumer d'être un agent de provocateur, en tout cas. Parce que ça ne vient pas tout seul. Personne ne va venir t'inviter très intimement à prendre la parole, à participer. Donc, il faut un peu y aller quand même avec le coude et accepter d'être la personne qui râle et qui n'est pas là pour faire plaisir. Parce qu'un user researcher qui veut faire plaisir avec le produit ne sert à rien. Ça me fait penser à une anecdote, mais c'est très vrai, hein. Je me retrouve vachement dans ce que tu dis. Ça me fait penser à une anecdote chez Blablacar, où en gros, pour un peu démontrer un peu la valeur qu'avaient les tests, on avait fait une session de test sur le produit que toute l'équipe avait l'habitude d'utiliser, etc. Et quand tu fais tes tests, ça va super vite, tu fais ta publication de trajet en 30 secondes, etc. Et on avait filmé quelqu'un qui galérait pendant 20 minutes à publier son trajet et qui cliquait 7 fois, 8 fois, 20 fois sur le même bouton qui était inactif. Et ça, en fait, quand tu travailles sur le produit, etc., tu le vois pas, tu le sais pas, parce que tu as l'habitude de le faire, tu connais les pièges, etc. Et en fait, non, ça fait pas plaisir, hein. Tu montres ça aux founders, tu montres ça
au head of product ou tout ça, un petit peu tout le monde dans la boîte, ça fait vraiment pas plaisir. Et effectivement, je te rejoins, tu vois, un peu sur le côté, ouais, le user researcher, il est pas là pour, les user researchers sont pas là pour faire plaisir à l'équipe produit, effectivement. Alors, faites attention parce qu'on est français, on est râleur, etc. Mais quand on bosse dans des boîtes américaines où tout est awesome, amazing, great, etc. Moi, je leur dis direct à mes nouveaux managers, un truc qui sera amazing si j'utilise le mot, c'est qu'on atterrit sur Mars, ou un truc comme ça. De calibrer un peu parce que j'ai eu des situations où on avait des Européens, on était avec ma collègue européenne et puis on a travaillé ensemble, on dit ouais, cool. Et le mec il était choqué parce qu'on disait pas amazing et on n'était pas extraverti. On dit non, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, on est content de travailler avec vous, quoi. Mais c'est juste qu'en Europe, on est un peu. Bref. Ouais, donc je pense que sur ce que disait Arena, et je pense que c'est vraiment important, même dans des grosses boîtes comme YouTube, faire un diagnostic du niveau de maturité de l'équipe et des personnes avec qui vous allez travailler. Vous arrêtez pas juste en disant je connais ce que c'est que UX, parce que ce qu'ils pensent connaître de UX, c'est pas forcément ce que vous pensez connaître de UX. Donc il y a tout un tas de clarifications à faire sur le vocabulaire qu'on va utiliser et sur quoi on va échanger. Les vidéos et tout ce qui permet aux gens justement d'avoir une vue directe avec ce que les utilisateurs font, essentiellement sur des trucs très tactiques. C'est parfait pour au moins ébranler un petit peu les convictions et justement montrer quelqu'un qui galère sur des choses qui sont censées être faciles. Ça, c'est souvent le pied dans la porte pour pouvoir faire des choses un peu plus complexes. Nous, on a des systèmes d'OKR qui sont réfléchis chaque trimestre, plus des projets un peu plus stratégiques qui sont réfléchis chaque année, sur lesquels on essaie de pitcher ça autour de septembre, par là. Et il y a une étape je voudrais dire, de construction avec le PM en particulier, qui est vraiment importante là-dessus. Et ça prend du temps. Ça prend du temps de comprendre qui c'est qui prend les décisions, de comprendre comment est-ce qu'on peut justement contribuer aux décisions, comment est-ce qu'on peut enrichir les débats. Et moi, j'étais assez content de voir qu'au bout d'un moment, mon PM avait prévu pas dans les détails, mais en général, de se dire, voilà, il y aura telle partie d'effort qui va être focalisée sur un petit peu chercher des nouvelles fonctionnalités, et essayer de comprendre un petit peu nos utilisateurs et d'explorer des domaines qu'on n'a pas explorés et avoir des informations très haut niveau pour éventuellement plus tard développer des solutions. À côté, il y aura X% qui seront dédiés à tout ce qui est tactique et tout ce qui était prévu, et on a un petit peu on a souvent des, vous le verrez dans les news, etc. YouTube, il y a toujours un truc qui explose dans un coin ou quelque chose qui s'est passé qui n'était pas prévu, donc un petit peu de marge de manœuvre pour éteindre les feux, quoi. Et donc ce que je disais lorsque j'ai défendu aussi avec l'équipe design et ingénieur, parce qu'on bosse on bosse vraiment de manière très proche avec notre designer. On est en gros, on est une équipe dans l'équipe. C'est de leur dire, voilà, écoutez, le design doit être, on va dire, un cycle avant l'ingénierie et la recherche, un cycle avant le design. Enfin, ça dépend un petit peu de sur quoi on travaille, mais il faut essayer de réfléchir un petit peu comme ça, qu'on commence à aborder les questions au bon moment, pour que les personnes aient les bons éléments pour pouvoir réfléchir dessus. On fait des petits points avec les ingénieurs pour voir si on ne part pas dans des trucs complètement débiles non plus, quoi. Mais de négocier ça et de réfléchir, de vérifier un petit peu les différents timings qu'il y a. Il faut savoir que Google, YouTube aussi, c'est des entreprises d'ingénieurs. Donc la plupart de nos PM, ils sont pas très UX, ils sont souvent des personnes avec des backgrounds en IT, et puis des fois un MBA derrière. Donc c'est toute une autre histoire, et en général, si l'ingénieur dit « Oh, il faut une semaine de plus », il n'y a pas de souci, mais si nous on dit « Il faut une semaine de plus », bon, mais ça peut pas être fait de manière plus simple. On a d'autres types de challenges dans ces boîtes-là, quoi. Ok. Pour rebondir, non, mais c'est hyper important ce que vient de dire Xavier, parce qu'en fait, ce truc où tu arrives, le planning de la roadmap, il est fait, et tout d'un coup, tu as ton PM qui dit « Ce serait bien qu'on fasse des tests utilisateurs », et tu dis « Ok, où est-ce que tu l'as prévu dans ton planning ?» je pense qu'on l'a tous vécu. Moi, pour ma part, je pense que je le vis encore de temps en temps. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant quand tu parles de cycle, en fait. Je trouve que le mot cycle, ça peut aider à comprendre chacun qu'en fait, tel cycle doit arriver avant tel autre. C'est pas pour embêter, c'est juste que c'est comme ça que ça se passe. Ce qui évite, du coup, de devoir tout d'un coup trouver 2 semaines pour faire la user research, parce qu'en fait, ça n'avait pas été anticipé, quoi. Donc, super intéressant, je trouve, de cette manière-là. L'argument qui tue, c'est... vous vous souvenez quand l'ingénieur il a gueulé parce qu'il devait refaire une partie du code en production, là ? On aurait pu l'éviter si on avait travaillé avec des bouts de papier
des écrans, des mocks ou des prototypes. Et on aurait économisé le temps de l'ingénieur plutôt que coder sur les trucs de production. Là, c'est un bon pied dans la porte aussi en disant, nous, on est là justement pour... l'itération, on va pas le bouger sur des codes de production. L'itération, on va la bouger sur des trucs qui sont beaucoup plus cheap, moins chers, qui prennent moins de temps, et on va apprendre tout un tas de choses. Et comme ça, les ingénieurs, ils n'aiment pas trop retoucher le code, et là, ils sont contents parce que dans 95% des cas, ça sera juste des trucs mineurs à faire. Ouais, c'est clair que si tu dois coder quelque chose avant de savoir que ça marche, c'est que tu as déjà perdu. Chez nous, ça commande avec des mecs qui commandent. Ils mettent les ingénieurs d'abord et puis après ils disent le UX après, quoi. Donc il y a pas mal de projets. Si vous voyez des trucs qui sont un peu pétés, faut pas chercher, quoi. Et ça, pour ceux qui écoutent, c'est l'argument de base pour contrer l'argument de la user research, ça prend du temps. Donc, ça, en fait, c'est justement là-dessus qu'il faut tacler parce qu'en fait, en reprise de site complet, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux parce qu'en fait, c'est toutes les ressources qui ont bossé sur le sujet de la mauvaise manière ou qui n'ont pas pris les bonnes directions. Donc ça, c'est vraiment l'argument ultime qui est ultra pragmatique et je pense qu'il peut être entendu. Et ça restera quand même très compliqué en expliquant. Il y a une culture en particulier chez nous de lancer rapidement des trucs et leur expliquer, attendez, le temps qu'on va prendre au début pour être aligné sur la vision globale, etc., ça va nous faire gagner des heures en partie développement parce qu'on n'aura pas besoin de découvrir des grosses surprises au dernier moment. Ça, c'est très difficile de leur expliquer parce qu'il y a toujours cette pression de commencer à coder, quoi, parce qu'ils ont des ingénieurs, c'est une boîte d'ingénieurs, donc on a une équipe d'ingénieurs, donc il faut qu'elle code, quoi. Et donc c'est là où on peut discuter, bosser sur l'infrastructure, on est sûr qu'on va avoir des trucs à faire, et tout ce qui est front-end, on va le décaler un petit peu plus tard, on discute avec votre PM, votre programme manager, ou les personnes qui s'occupent du planning, en essayant de négocier. Voilà, tout ça là, c'est du back-end, c'est de la performance, ça ne nous intéresse pas, entre guillemets, directement, donc on va peut-être faire ça avant, comme ça quand on va vous voir pour le front-end, on aura déjà des choses sur lesquelles on peut discuter de manière tangible. Ouais, ce que tu disais un peu, Solène, tout à l'heure, c'est la situation qui marche bien auprès des designers, mais qui est, quand elle est pas expliquée, t'as l'impression que c'est une situation de designer, vous pensez que le bon design c'est cher, regardez le prix du mauvais design. Si elle n'est pas expliquée, en fait, tu dis, les designers qui sont encore dans leur délire. Et surtout sur c'est ce que dit Xavier, dans une culture ingénieur de dire quoi, t'as utilisé du temps de dev sur un truc où on va refaire, là tout d'un coup ça fait mouche, il n'y a plus de discours. Mais je pense qu'il y aura toujours un mais, de dire ouais, on va quand même le tenter sans user research, quoi. Tu vois, il y aura toujours ce truc-là, il va revenir quand même pour 2-3 Oui. Voilà. Il y a Medium qui est plein à craquer de post-mortem de startups qui sont vautrés parce qu'ils ont demandé vous allez acheter notre produit ? Oui. Et puis ils arrivent sur le marché, il n'y a personne qui achète. Ça, vous pouvez faire des petits portfolios de ça aussi, ça peut être rigolo pour faire réfléchir les personnes sur la stratégie. J'avoue, c'est clair, ça doit être marrant. Est-ce que vous êtes partante pour les questions qui ont été posées dans le chat comme ça tu vois, il y a pas mal de questions qui sont... Alors, il y a du général, il y a du spécifique, etc. Je regardais un petit peu tout à l'heure. Il y a Valentin qui nous pose la question assez large de quel est pour vous le process type, les étapes clés pour une bonne recherche utilisateur produit. C'est assez vague. Qui est inspiré pour répondre à ça? Allez, je prends. Allez, vas-y. Je dirais qu'avant tout, c'est en fait le fait de mener une enquête. Et donc, la première chose à faire, c'est de demander pourquoi. Donc, quelle est la décision? Donc, il faut comprendre quelle est la décision business qu'on est en train qui est derrière cette demande, cette requête, ou en tout cas derrière le projet de recherche. Et quels sont les enjeux. Donc, il faut savoir ça. Comme on vient de le dire, il faut comprendre quel est le timing. Donc, quand est-ce que le développement va commencer? S'il est déjà planifié, il faut comprendre combien de temps on a. Selon le temps, on va comprendre la méthodologie. Et puis, du coup, il faut faire tout ce qui est le research ops, la préparation. Après, ça dépend des différents outils, mais du coup, il faut comprendre comment on va faire le recrutement, comment il faut préparer un guide d'entretien et de test. Il faut planifier plein de moments d'alignement avec l'équipe. Je sais que c'est carrément quelque chose. À chaque action, on va juste faire des check-in avec l'équipe pour dire on est d'accord, c'est bien ça, on est aligné. Yes. Et puis, en vrai, c'est un travail de tirer le fil rouge. Donc, à partir de la décision qu'on doit prendre, on se dit quelles sont les données dont on a besoin, comment on peut avoir ces données, qu'est-ce qu'il faut nous mesurer et qu'est-ce qu'on doit observer, en gros, pour obtenir ces mesures.
Et sur la base de ça, du coup, on va planifier un guide d'entretien, etc., etc. Donc, je dirais qu'en tout cas, c'est vraiment 70% de préparation. Il y a le 5% qui est le fait de faire les tests en soi, et le restant, c'est l'analyse et la restitution. Et si on a bien fait les travaux de préparation, en fait, l'analyse et la restitution seront assez rapides. Voilà. Ouais. Ok. En complément, je pense qu'aussi il faut aussi demander le comment ils savent que ça marche pas. C'est assez intéressant aussi de comprendre d'où viennent il y a souvent des choses qui sont sous-entendues et les clarifier dès le départ. Nous, on travaille avec des plans de recherche qui sont en fait des recettes, un peu comme les PM, ils ont leur PRD, pour dire voilà, c'est ce qu'il devrait y avoir au niveau de l'outil, enfin, de la fonctionnalité, etc. Donc, on a des plans de recherche, on partage ça au bout d'un moment avec les personnes qui sont impactées par ça, et on vérifie que tout le monde est d'accord sur les objectifs. Et après, il faut qu'on se mette en position de docteur. On va dire non, on va pas... si le PM arrive à vous voulez faire un test utilisateur, je dis non, on va regarder quel est le problème, qu'est-ce qu'on veut savoir, et après on va regarder qu'est-ce qu'il vous faut. S'il vous faut un IRM ou s'il vous faut l'aspirine. Et donc c'est là où justement la partie un peu plus méthodologique les intéresse un peu moins du moment qu'ils ont les résultats. Et en fonction justement de où est-ce que vous êtes dans votre entreprise en termes de maturité, mettez des fois l'accent sur la partie dissémination des résultats, quoi. Des posters, des trucs, montrer un peu la visibilité si vous voulez développer votre équipe. Ça peut être aussi pour vous l'occasion d'avoir bouche à oreille. Parce que le truc que vous voulez avoir, c'est la personne de l'autre équipe qui vient vous voir parce qu'au café, il a discuté avec la personne avec qui vous bossez et qui vous dit machin, il m'a dit que vous pourriez m'aider sur tel truc. Ça, c'est souvent un bon signe. Et avoir des posters dans le côté machine à café sur des utilisateurs, des citations ou des photos, si vous avez des artefacts comme ça, n'hésitez pas, ça permet de déclencher les bons trucs. Et je pense qu'il faut il faut vraiment impliquer l'équipe du début jusqu'à la fin. Enfin, c'est ce que on entend à travers Xavier et Rihanna, c'est que quand on définit les objectifs, la méthode, ça se partage avec l'équipe qui est concernée par le sujet. Donc, si vous êtes en plus petite équipe et qu'il n'y a peut-être même pas d'user researcher, c'est les designers, les PM qui font la user research, il faut que ce soit l'équipe entière qui s'accorde sur les objectifs. Effectivement, tout découle de la méthode, le panel. Quelles sont les caractéristiques des gens là qui nous intéressent. Et l'analyse, elle se fait aussi... les sessions se font pas seules, quoi. Et l'analyse se fait aussi en équipe. Ce qui permet de fédérer tout le monde à la fois sur la compréhension de pourquoi on fait de la user research, quel impact ça a, et ensuite ça fédère tout le monde aussi sur les enseignements. Donc ça va vous faire gagner un temps fou, juste ensuite de convaincre, parce qu'en fait, là où si moi je te dis, je sais pas... pour sauter d'un immeuble, j'en sais rien, faut ces chaussures-là. Si je te le dis, t'es pas obligé de me croire. Par contre, si tu sautes d'un immeuble et que tu testes deux types de chaussures, tu vas comprendre. Enfin, c'est un truc con, mais c'est en faisant qu'on pige mieux. Et donc, si vous voulez en plus créer une espèce d'évangélisation, etc., sur la user research, il faut absolument embarquer les équipes. Mais c'est surtout les enseignements, en fait, le moment où ils comprennent les enseignements et s'y approprient. Je pense que c'est vraiment important que les membres de l'équipe assistent à plusieurs sessions, pas toutes, mais plusieurs, et ensuite ensemble, on construit l'analyse. On n'est pas ensemble à écrire la synthèse, mais on la construit ensemble avec des tableaux qu'on partage, etc., quoi. Prenez... pardon. Très rapidement, on pourrait dire aussi ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire les trucs de son côté. Il ne faut pas justement ne pas se donner la visibilité et le faire de son côté. Et quoi d'autre vous rajouterez? J'avais un truc à dire, hein, je vous jure, mais après à 20h, je ne sais pas, mon cerveau a décidé. Il y a Anthony qui demande par skip, est-ce qu'on inclut les ingénieurs dev, les stakeholders? On inclut les stakeholders. C'est eux qu'on veut. Bien sûr, les stakeholders, c'est la clé, justement, pour faire remonter la user research. Et oui, on inclut les devs. Et les devs sont ultra friands. Vous imaginez, à longueur de journée, on leur dit « Ok, les gars, ça, c'est la PRD. Vas-y, code maintenant. » Mais bien sûr, ils sont ultra friands. Ils comprennent, ils sont en train de faire un truc tous les jours. Ils sont en train de concevoir un mécanisme tous les jours. Ils sont trop contents de voir comment les gens l'utilisent, voir que c'est pas exactement comme ça qu'il faudrait qu'on le fasse. Enfin, et après, je vais pas vous mentir, il y a des devs qui sont plus friands que d'autres, mais en général, moi, je connais pas de devs qui sont pas contents d'être invités aux sessions. Au contraire, ça donne du sens à ce qu'ils font. Et en fait, c'est la porte d'entrée. C'est pas possible que des équipes travaillent dans des espèces de trucs hors sol derrière un ordinateur pour des gens qui utilisent au quotidien leurs produits. Donc, le plus de gens viennent avec vous, le mieux c'est. Et donc, les stakeholders, bien sûr, quoi. Nous, on envoie des emails avec telle heure, telle personne, tel type de profil.
On mettra, donc ils peuvent se joindre à la vidéo pour voir un peu ce qui se passe en mode sans déranger l'utilisateur. On explique bien entendu à l'utilisateur qu'il peut y avoir des collègues qui se connectent sur le système, etc. Et justement, les devs ou des personnes comme ça, vous discutez avec le manager, on dit je vois bien qu'il y en a un qui prenne des notes. Et donc vous balancez un tableau Excel, n'importe quoi, enfin un doc. Et la personne va prendre des notes et vous débriefer avec cette personne. Et comme ça va lui permettre aussi de réfléchir. Certains préfèrent la fenêtre ouverte dans un coin et puis ils écoutent pendant qu'ils codent. Mais essayez toujours d'avoir ces personnes dans la boucle à un moment ou à un autre. Et éventuellement, faites des vidéos en disant, quand vous avez mis toutes les vidéos des enregistrements, si une personne est intéressée, vous dites celle-là sera la vidéo qui sera regardée pour pas qu'ils perdent leur temps et puis qu'ils puissent regarder en accéléré dans un coin et qu'ils aient quand même une opportunité de voir ce qui s'est passé, quoi. PRD, c'est Product Requirement Document. Ouais, donc c'est vraiment un document qui est utilisé souvent par les product managers et qui liste un petit peu tout ce que devrait couvrir un produit. Donc ça, c'est des spécifications en fait, c'est des documents de spécification. Cool, merci pour les retours. Il y a les deux questions suivantes, je vais essayer d'en faire une seule. J'ai l'impression qu'elles sont communes. Il y a Fabiano qui demande un peu quels outils vous utilisez ou conseillez-vous comme source of truth pour les études de recherche et comment mettre en commun la connaissance utilisateur entre toutes les équipes. J'ai l'impression que ça se répond pas mal. On peut faire une réponse un peu commune pour les deux questions. Qui s'inspire et qui veut se lancer là-dessus? Xavier, comment ça se passe chez YouTube? Tu as parlé d'une immense base. C'est même plus que YouTube, c'est Google. C'est-à-dire qu'on a accès à une base de données de tous les rapports qui ont été faits, quoi. Enfin, pas tous, il y a des choses, des fois, qui sont confidentielles, etc., ou des équipes qui le maintiennent un peu moins, mais en fait, on travaille énormément avec les Google Docs. Enfin, j'ai pas touché Word et Windows, Office depuis des années, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il y a une personne qui a fait un petit moteur de recherche à l'intérieur. Maintenant, il y a une équipe qui maintient ça. Il y a des tags, il y a des auteurs, il y a les années, etc. Et donc, on utilise ça assez régulièrement pour faire du travail de bureau avant de commencer un projet, regarder ce qui a été fait par qui, où et comment, est-ce qu'il y a de l'inspiration. Donc, c'est un luxe. Je sais que tout le monde ne peut pas avoir ça. Dans tous les cas, c'est toujours possible, je pense, d'avoir un disque dur partagé quelque part et de s'organiser avec tous nos confrères, et même les gens du marketing aussi, je pense que souvent on oublie de les incorporer, et ils ont des choses intéressantes à mettre dedans, en disant, comment on s'organise pour structurer l'information. Ça sera jamais aussi bien structuré que vous le voulez, ce sera jamais quelque chose où on tape la phrase magique et ça sort exactement ce qu'on voulait, mais c'est quelque chose qui fait partie justement d'un bon moyen de vous donner la visibilité et de discuter avec vos pairs, des fonctions connexes, les personnes qui récupèrent qui récupèrent tous les commentaires que les utilisateurs peuvent envoyer par les outils de feedback dans l'outil ou sur des forums ou sur Reddit, etc. Comment est-ce qu'on structure ça? Et, ou au moins avoir la personne de contact. Peut-être ce serait pas un document, mais peut-être une personne qui dit si vous avez une question sur tel truc, allez voir machin. Et avoir un petit tableau qui dit voilà, c'est ce type de questions, elles peuvent être répondues par blablabla. Ça peut aussi aider certaines personnes à se repérer. Ok. Et quand on s'appelle pas Google ou YouTube et que on n'a pas un outil interne pour faire ça, comment on fait? En effet, j'étais en train de me dire que ça dépend vraiment des moyens qu'on a à disposition. Donc, en fait, je pense aux personnes qui nous écoutent, en tout cas, faire de la recherche, mais comme dans tout, dans les produits, c'est une histoire de débrouille. En tout cas, là, il s'agit aussi, si je regarde la question, de trianguler. Ça se dit en français, en tout cas, en anglais, on dit trianguler. Ok, trianguler la donnée, parce que nous, on n'a pas un outil pour toute la connaissance, que ce soit le retour des entretiens, ou alors le marketing, data science, etc. Du coup, il nous faut quand même un travail d'édition. Il y a un humain derrière qui se pose des questions et qui dit en quoi ces données pourraient être pertinentes ou mises en relation avec d'autres. Et du coup, après, c'est vraiment une histoire toute simple d'un lien hypertexte. Mais j'ai vu vraiment faire de tout. Et moi, ce que je conseille, en tout cas, en général, c'est d'utiliser les outils que vous avez déjà avant d'investir des milliers d'euros dans des contrats annuels sur des plateformes dédiées. En tout cas, pour commencer, pour comprendre quels sont les besoins, parce que c'est seulement en faisant qu'on réfléchit et qu'on comprend de quoi on a besoin. Je sais que j'ai vu, par exemple, Confluence,
Ça a été aussi notre premier outil. Il était déjà dans la boîte, du coup, on a juste utilisé ça. Ça a ses limites, mais bon, on a créé un minimum de taxonomie, un répositoire. Ça a aidé au moins à niveau de projet à donner accès à n'importe qui dans la boîte. J'ai vu aussi utiliser, franchement, de tout. Miro, Airtable, et puis on a commencé Dovetail. Après, ça dépend vraiment des types de données. Mais non, j'ai vu. Moi, franchement, je ne retiens pas être la personne la plus compétente sur toute l'énormité de l'offre qu'il y a en ce moment sur les outils de recherche, parce que je fais pas. Je ne me suis pas amusée non plus à aller voir tout ce qui se passe. Je vois en tout cas qu'il y en a vraiment beaucoup. Et l'intérêt que j'ai vu et que je trouve avec Dovetail, c'est l'effet de pouvoir prendre, surtout sur l'entretien qualitatif, uploader une vidéo, transcription immédiate. Après un an, je recherche, je ne sais pas, carte avantage week-end et je ressorte avec tout ce qui a été dit par un tas de personnes sur la carte avantage week-end, ce qui me facilite quand même le fait de réutiliser, surtout de réutiliser ce que j'ai déjà. J'ai testé Dovetail il y a pas longtemps, c'est vrai que c'est bluffant. Tu uploades une vidéo, tu as la transcription. Alors, il y a 2-3 petites retouches à faire, surtout en français, mais tu as la transcription et derrière, tu peux surligner des trucs, highlighter, mettre des thèmes, des tags, etc. Et puis, un an plus tard, tu retombes dessus et comme tu disais, tu tapes un tag et tu as les extraits vidéo dans ton entretien. C'est trop bien. Franchement, c'est hyper bien foutu. Évidemment, après, on tombe dans les pièges, dans les difficultés de faire une taxonomie, ce qui n'est pas un exercice facile. Vous considérez ça comme un exercice de design avec vos stakeholders, quoi. Si vous êtes dans une situation où il n'y a rien, souvent c'est l'occasion de montrer qu'est-ce que c'est quelque chose qui est une démarche centrée utilisateur pour la conception, et vous pouvez utiliser ça en tant qu'exemple de comment est-ce qu'on peut approcher la production d'un outil en interne, même si au final ça finit juste en arborescence de dossiers sur un serveur quelque part, quoi. Ça vous permettra de faire du tri par carte, d'expliquer, comprendre un petit peu qui a besoin de quoi, etc. et de les impliquer dans la conception de l'outil. Oui, en tout cas, en effet, c'est un exercice de design centré utilisateur. On comprend qui va être consommateur de la donnée, qui va être producteur, et du coup, comment on doit structurer le travail pour que ça soit utilisable. Après, moi, je trouve intéressant quand tu as dit, Ariana, il faut utiliser les outils que vous avez déjà. Parce qu'en fait, bien sûr qu'il y a des outils super performants. Moi, ça me fait rêver à chaque fois, j'ai trop envie, comment dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que utiliser l'outil aussi que toute la boîte utilise, c'est aussi une manière de s'assurer que tout le monde y a accès et va y aller facilement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si tu veux, la marge de dire « Ah, mais j'ai pas de compte Dovetail ou je ne sais pas utiliser ». Du coup, c'est sûr que si l'ensemble de la boîte est sur Notion, c'est super intéressant de se dire, déjà, première porte d'entrée, je fais un super truc sur Notion, je peux faire plein de choses. Avoir aussi bien les outils que, bien sûr, le repository de tous les enseignements ou études qui ont été faites. Je trouve ça, c'est important quand même aussi pour démocratiser au sein d'une boîte qui est peut-être moins mature, où il y a moins de structure, ou une équipe plus de research, que de vraiment utiliser, que ce soit Google Drive ou Notion ou quoi que ce soit, d'utiliser ça en fait pour s'assurer que tout le monde va être familier et va y accéder. Et en plus, il y aura un peu moins de discussions. Tu pourras un peu tanner aussi les gens, dire t'as regardé, c'est là, etc. Par contre, il faut un doc qui répertorie tout pour pouvoir après retrouver facilement les choses, ça c'est sûr, mais je pense que faire attention à peut-être pas trop spécialiser trop vite les outils en fonction de qui vous êtes et à quel niveau de maturité vous êtes, quoi. Cool. Super. Je vais me permettre encore de poser deux questions. Alors, il y en a une qui parle de Kali Conti. Alors, il y a deux questions. Thomas et Jean qui ont posé une question là-dessus. Je vais essayer d'en poser qu'une pour croiser un peu les deux. C'est quoi la part de qualitatif dans votre rôle, dans votre métier? Est-ce que vous traitez des données un peu quantitatives et comment vous croisez les deux? J'ai pas l'impression que ça soit trop antinomique, qualitatif antinomique. J'ai l'impression que c'est plus complémentaire. À quelle fréquence vous parlez à des data analystes? C'est quoi votre rapport avec eux, etc. Xavier, vas-y. Oui, donc nous pour information, on a des postes dédiés qui sont appelés Quant UXA, qui sont. Il n'y en avait pas beaucoup quand j'ai commencé. Il y avait Terry Roden qui était la première dans la boîte à faire ça.
Et donc, ça demande des profils assez spécifiques, d'avoir une connaissance en UX, en même temps d'avoir des connaissances solides en statistiques et en script ou en Python, etc. Donc, quand on a des questions complexes, en général, on se tourne vers ces personnes-là. Notre chef de projet, en général, est capable aussi de faire du SQL, enfin SQL, je sais plus comment on dit, et de creuser un petit peu dans les bases de données sur certains aspects. Et nous, dans la boîte, en général, on essaie d'avoir des personnes qui sont capables d'avoir un peu la double compétence, même si, dans mon cas particulièrement, ça sera essentiellement qualitatif. Mais en fonction, enfin, ce qui doit nous diriger, c'est la question de recherche qu'on essaie de résoudre. Et donc, puisque on écoute la méthode, et à partir de là, on va prendre les outils qui sont nécessaires. Donc, on commence par les questions que l'équipe produit a. À partir de là, on va voir ce qui doit être utilisé pour y répondre. Et soit on se sent de mettre le nez dans des bases de données ou de faire des tests statistiques, etc. Soit on demande à des collègues aussi de nous aider sur ces aspects-là et on pilote un petit peu l'aspect. Donc, c'est comme ça que ça se passe chez nous, de manière générale. Mais essentiellement qualitatif dans pas mal de choses. Alors, ça dépend aussi quand est-ce qu'on est dans la vie du produit. Parce qu'il faut s'y préparer. Il y a toute une recherche, toute une partie du travail que je voulais faire sur l'interface de Creator Studio qui, à une époque, c'était pas faisable parce qu'on n'avait pas les logs derrière. C'était fait pour de la performance IT, mais c'était pas fait pour de la recherche utilisateur. Donc, il a fallu développer toute une discussion avec l'ingénierie pour que quand on développe dans les processus, on implique l'UX pour qu'on puisse avoir des informations qui soient pertinentes pour nous pour répondre à certaines questions, quoi. Ok. Ça parle du tracking plan, tu veux dire? Enfin, genre définir un peu un tracking plan quand tu sors une feature pour pouvoir avoir des trucs comportementaux. Ouais, c'est-à-dire qu'on savait pas ce qui se passait dans des pages, on savait pas d'où ils venaient, on savait pas où ils allaient, et du coup, on nous demandait alors combien de personnes vont faire ça, on n'en sait rien, parce que ça n'avait pas été implémenté, la technologie n'était pas là, et donc ça demande du boulot au niveau ingénierie, et ça, il faut à un moment, faut le mettre sur la table. Et donc en général, on peut avoir certains types on bossait avec des journées ou enfin des situations d'action caractéristiques comme ce que j'appelais moi en France en termes de système. On essaie de comprendre un petit peu quelles seraient les étapes critiques et qu'est-ce qui pourrait être impacté par quelque chose qui se déroule bien ou qui se déroule mal quand c'est possible. Et discuter avec ces différents scénarios et utiliser ça comme base avec nos ingénieurs pour mesurer ça, l'implémenter, faire des dashboards. Ou juste du ad hoc, parce que ça vaut pas le coup de faire un dashboard et d'investir dedans, parce qu'on regardera juste pour une question à un moment, et puis fini, quoi. Ok. Et vous, Solène, Ariana, dans des boîtes de la taille de GetAround et tout Trendline, quantitatif, qualitatif, le lien entre les deux? Solène. Ouais, vas-y, Solène. Nous, je pense que c'est du fait de la manière dont on est structuré actuellement, c'est vrai qu'on va plutôt se concentrer sur le quali. Pourquoi? Parce qu'on a des data analystes dans chaque équipe, donc chaque squad. Et du coup, c'est vrai qu'on travaille main dans la main avec eux, ce qui fait qu'on a quand même une overview assez réelle de qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est quoi un peu l'image et l'instantané de ce qui est en train de se passer. En revanche, il nous manque très souvent le pourquoi. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste certainement plus sur le quali, nous, à notre échelle actuellement, parce que c'est un peu la brique qui manque, d'aller comprendre un peu pourquoi il y a ça, c'est quoi l'attitude, le comportement, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vrai qu'on va insister plutôt sur le quali. En revanche, dès qu'on revient à des recherches un peu plus, moi, que j'appelle ou génératives, ou que tu peux appeler fondamentales, j'en sais rien. Moi, par exemple, nous, on a fait une étude il y a 2 ans maintenant qui était... quels sont nos utilisateurs réguliers? Forcément, tu croises Quanti et Quali et tout ça se répond et te permet de comprendre en fait qui sont les utilisateurs réguliers. Donc, c'est là où Xavier a raison, ça dépend en fait où tu es dans le processus du produit, et puis un peu aussi quelles sont les équipes et comment elles sont constituées et quelles sont un peu les compétences en force. Mais plus tu vas être amont sur de la recherche assez forte pour comprendre qui sont tes utilisateurs, ce qui est en train de se passer, leur motivation, etc., mais de manière très amont, donc sur des cibles assez larges, plus tu vas vraiment faire quanti-quali vraiment main dans la main. Plus tu vas te rapprocher vers comprendre, là on a un peu scopé, il y a un problème, on essaie de bien poser la problématique, prendre la bonne direction sur la solution qu'on veut y donner, là peut-être plutôt quali parce que tu as des data analysts qui ont un peu farfouillé déjà, ou ton PM, qui ont déjà un peu farfouillé à comprendre un peu ce qui se passait côté data ou qui ont été voir des trackings. Donc là, on va peut-être plutôt insister sur la partie quali, et après user test, encore quali, mais après une fois que c'est lancé, là c'est tracking, c'est de la data ou de la B-testing. Donc là, on est plutôt sur du quanti. Donc, on sent que c'est des forces un peu différentes au fur et à mesure du développement. Triangulation, c'était un mot-clé qu'Ariana a utilisé et c'est quelque chose que vous devez garder en tête.
C'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre, ça marche de pair, et ça va partir de l'hygiène que vous essayez de mettre en place dans tout ce qui est question de recherche, c'est trianguler les données, quoi. Donc, comprendre, moi j'ai des équipes qui étaient là, on a A/B testé tout le truc sur le machin, on comprend pas pourquoi les gens font ça, quoi. Et les mecs, ils voulaient le comprendre le pourquoi. Parce qu'ils avaient testé tout un tas de machins, mais ils comprenaient pas pourquoi ça se passait comme ça. Donc, la triangulation, ça fait partie des choses qu'on peut aussi expliquer au bout d'un moment en disant, ben voilà. En effet, il y a quelque part, en gros, cette synergie à trouver, mais de façon très générale et simplistique, avec le quinti, on peut savoir qu'est-ce qui se passe, où et quand, à quel moment de parcours, typiquement, et c'est grâce au quali qu'on va comprendre comment et pourquoi. Mais les deux se courent l'un après l'autre. Je pense qu'il y a des moments dans lesquels il y en a un il y a le quinti pour expliquer le quali et le quali pour expliquer le quinti. D'ailleurs, on commence à faire du quinti de plus en plus. Enfin, on commence. Désormais, c'est établi. Si le produit, par exemple, on peut faire du quinti quand un produit n'existe pas, donc recherche le marché, par exemple. Donc là aussi, à nouveau, on peut être aussi au croisement entre les deux. Mais parfois, on voit qu'il y a un problème grâce aux données, et donc on va chercher à comprendre pourquoi. Et d'autres fois, on va chercher des raisons, ou en tout cas d'enrichir notre compréhension du problème, observer pour en comprendre la mesure et l'ampleur grâce au quinti. Okay. Je partage dans le chat un petit diagramme par Norman Nielsen, qui est sympa aussi à retravailler pour vous et vos équipes quand vous voulez faire un petit peu de la promotion, que les gens comprennent pas exactement ce que vous faisez. Vous pouvez utiliser ça comme pour étudier un petit peu et éveiller la curiosité en montrant vous pouvez faire des choses au niveau quantitatif aussi. Et là, vous pouvez commencer des discussions sur différents types de méthodes, etc., quoi. Ça marche pas mal. Eh ben justement, tu étais en train de partager des articles. Je passe à la toute dernière question avant de conclure. Si vous avez une ou deux ressources à partager en user research, ça serait quoi? Un livre, un article, une personne à suivre, ça peut être un peu tout. Sincèrement, le groupe que vient d'envoyer Xavier, c'est une mine d'or. Il y a tout super détaillé. Enfin, pour le coup, il peut à chaque question, c'est vraiment top. Voilà. Et moi, j'ai un petit croc de bouquin. C'est quand même Karine Allemand, parce qu'elle explique super bien chaque méthode et c'est toujours cool d'y revenir régulièrement. Voilà. Enfin, franchement, c'est quand même assez complet. Ça explique bien les tenants aboutissants. Alors, c'est très abouti, très scientifique et très rigoureux. Clairement, sur un produit, tu peux pas le faire avec une telle rigueur, mais c'est quand même agréable. En fait, c'est juste agréable de temps en temps d'être pas sur un article, mais sortir un bouquin. J'aime bien. Exactement. Ouais. Ariella, toi? Je dirais Just Enough Research d'Erika Hall. C'est en anglais, je ne pense pas que ça a été traduit, mais c'est un anglais assez simple et approchable. En vrai, c'est un bouquin assez court, mais qui donne vraiment une vision d'ensemble hyper riche et pratique. Et du coup, je le conseille à tout le monde, franchement. Et il y a un livre qui est sorti, un autre livre qui est sorti qui s'appelle Think Like a UX Researcher. Et il y a aussi ça, je ne pense pas qu'il y a une traduction. Il y a 2 auteurs dont je ne me rappelle plus le nom, mais je vais mettre les liens dans le chat. Tu peux, mettre les liens. Parce que je pense que... Et qui, du coup, ce que j'ai trouvé utile dans ce livre, c'est que il y a plein de choses que je remettrai en question, mais bon, c'est pas la séance. Ça donne des clés hyper pratiques et une vision. En fait, ça allie la théorie à la pratique pour prendre un peu de recul sur la research. Et voilà, je l'ai trouvé rafraîchissant, en tout cas. Ok. Et toi, Xavier? Toi, tu as lancé un petit lien là, mais est-ce que tu as d'autres trucs à nous j'en ai plein. Partager? Alors, j'ai quand même prêché pour ma paroisse sur l'ergonomie de langue française. J'ai pas lu le bouquin, je viens juste de le recevoir aujourd'hui d'ailleurs. On avait un bouquin classique qui s'appelait Comprendre le travail pour le transformer. Mais il est super difficile à trouver et c'était fait par Danilou qui était une référence dans le sujet. Celui-là a été fait par Falzone, si je ne me trompe pas, qui est aussi un nom que vous devriez peut-être regarder, au moins coordonné par Falzone, je crois, ou Guérin. Il y a Guérin qui est dedans, Garrigou et compagnie. Donc ça sera une piste intéressante pour voir d'autres choses qui ne sont pas faciles à trouver du point de vue américain.
Et quelque chose que je vous conseille même des fois d'offrir à vos PM, à vos ingénieurs, etc. Mais c'est un classique, c'est Rocket Surgery Made Easy. C'est super simple, ça se lit rapide et c'est vraiment plus axé sur les tests utilisateurs, mais c'est un outil que limite on doit avoir un stock de 10 et quand quelqu'un pose des questions, on donne bah, vas-y, lis ça. C'est assez sympa. Il y a plein de ressources, enfin, ouais, ça dépend de ce que vous voulez en termes de questions. Il y a ce truc au niveau quantitatif, il y a celui-là qui est pas mal aussi, Quantifying the User Experience, de Soro, et son blog est super aussi, vous trouverez tonnes d'informations sur la partie plus quantitative, même si vous n'êtes pas une brute en statistique. Et après, il y a des choses plus spécifiques pour les gens qui bossent dans l'industrie lourde, etc. Et ça dépend aussi de vos domaines. Et si vous êtes aussi preneur de podcasts, il y en a pas mal, en anglais, en français aussi. Il y a Roxane Lacotte qui a lancé Quote récemment. J'aime bien aussi Mixed Methods, Dollars to Donuts. En tout cas, ouais, ça se popularise. Et je trouve ça hyper riche, le fait qu'on puisse avoir accès à autant de variétés. De type de user researcher avec un bagage énorme, même si c'est peut-être pas, enfin, on ne peut pas directement aller avec une question et avoir une réponse, mais ça enrichit beaucoup la compréhension. Et moi, je vais me permettre de rajouter une ressource, en fait. C'est le travail que vous avez fait, Ariana et Solène, sur les masterclass qu'on a lancés. Vous avez fait un travail énorme pour partager un petit peu tous les secrets que vous aviez dans votre expérience, dans vos boîtes, etc., autour de la recherche utilisateur et des tests utilisateurs. Donc, je mets le lien également dans le chat. Comme ça, ceux qui sont intéressés pour apprendre encore un peu plus sur le sujet avec vous, pourront regarder à quoi ça ressemble. Xavier, tu avais un dernier truc à rajouter, ouais? Ouais, j'ai juste rajouté Rosenfeld Media, qui a pas mal de bouquins sur certaines méthodologies, etc. Il est très bon sur le tri par carte et tout. Ils sont faciles à lire et quand on les achète, on a le PDF direct. Donc c'est pas mal. Et je crois qu'il y a un truc qui s'appelle l'encyclopédie of User Experience, quelque chose comme ça, qui est un site web avec des articles de chercheurs et qui est génial aussi pour creuser certaines méthodes ou avoir des noms ou chercher un peu plus sur le sujet. Je vais essayer de trouver le lien et le mettre dans le chat juste après. Super, nickel. Ben voilà, on a largement dépassé l'heure qu'on s'était donnée, mais j'espère que dans le chat, ça vous a plu de passer cette heure et demie avec nous. Moi, j'ai appris plein de trucs, je suis content. J'espère que ça a été de votre côté également, Solène, Ariana et Xavier. Voilà, quoi dire d'autre. Sinon, qu'il y a une autre session demain sur la UX Writing. Et donc, vous pouvez vous inscrire également sur les mêmes pages que vous avez visitées pour vous inscrire à celle-là. Merci infiniment d'avoir donné de votre temps, Ariana, Solène, Xavier. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser, de se reparler rapidement, etc. Merci à vous. C'était super, c'est hyper riche d'échanger avec vous. Merci, c'est génial. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Salut. Allez, bon appétit.